Bien le bonsoir, dans l'actualité de ce 4 novembre 2019, les stigmates de la fureur des flammes qui ont ravagé plusieurs commerces de pièces détachées pour automobiles, c'est au Crédit Foncier, communément appelé Diffoncier à Dakar, dégâts matériels importants. Le coup de filet de la gendarmerie dans différents quartiers de Dakar ce week-end, une cinquantaine d'individus d'origine nigériane présumés délinquants sur Internet. Le projet de loi initial pour l'année 2020 notait une hausse de 140 milliards de francs CFA, soit 4 215 milliards contre 4 071 pour 2019. Une loi de finances qui ouvre l'ère du budget programme et de la déconcentration de l'ordonnancement. L'invité du lundi, le docteur Bakary Samb, nous parlerons ce soir des rencontres scientifiques du Maulid à Tivaouane, comme tous les ans. Cette année, c'est autour de la problématique de l'éducation et de la mendicité. Bienvenue à tous, dans un instant, le développement de tous ces titres. Une bonne dizaine de cantines pour la plupart des commerces de pièces automobiles, des pièces détachées, parties en fumée. Les dégâts matériels sont importants. Une estimation au pied levé fait déjà état de 15 millions de francs CFA. L'incendie a eu lieu donc à Diffoncier, le Crédit Foncier à Dakar. Rien d'étonnant après le passage du feu, un feu qui a donné du fil à retordre aux sapeurs-pompiers. Augustin Mandang et Abdourahmane Ly étaient sur place. Il a fallu 1 heure à l'équipe des sapeurs déployés sur le terrain pour éteindre cet incendie jusqu'à sa dernière étincelle. Un incendie qui a eu lieu dans ce quartier de Diffoncier, à côté du bureau des transporteurs du marché Petersen. Donc arrivé sur le lieu à 13h27, il s'agissait exactement d'un feu intéressant, une dizaine de cantines contiguës au bureau des transporteurs du marché de Petersen. Donc pour arriver à bout de cette intervention, il y a une extinction complète à 14h45. La Brigade nationale des sapeurs-pompiers a engagé 3 engins d'incendie, une échelle, une citerne de 30 000 litres, 6 véhicules d'intervention légère et 40 gradés et sapeurs. Le désarroi se lit sur le visage de ces marchands de pièces automobiles qui tentent de ne pas l'extérioriser malgré qu'ils aient perdu beaucoup de leurs biens dans ce brasier. Je remercie tout le monde pour cette assistance que vous avez montrée à mon endroit. Pour parler de cet incendie, nous ne savons vraiment pas à quoi il est dû. Nous avions tenté de faire de notre mieux pour l'éteindre, mais sans succès. C'est là que nous avons appelé les sapeurs-pompiers. Moi, j'ai perdu dans ce brasier plus de 15 millions. Mais bon, nous rendons grâce à Dieu, d'autant plus que personne n'y a perdu la vie. Malgré les moyens déployés, les difficultés n'ont pas manqué. Au premier rang, comme d'habitude, les problèmes d'accès. Des difficultés d'accès, mais aussi un déficit d'hydrant sur les lieux. Quand on parle d'hydrant, c'est-à-dire les poteaux d'incendie ou bien les bouches d'incendie. Mais aussi un non-respect des règles d'implantation des cantines ici au niveau du marché Petersen. C'est ce qui a rendu quand même un peu difficile notre intervention. Juste à côté, une gare routière. Pape Sarr, président de la dite gare, dénonce le comportement de certains habitués des lieux. C'est l'anarchie totale ici à Petersen. Moi, je gère des voitures et des chauffeurs. Moi qui vous parle, j'étais victime d'un incendie il y a de cela quelques mois. Aujourd'hui, c'est le maire lui-même qui nous a installés ici. Et encore une fois, on est victime d'incendie. Moi, vraiment, j'arrête pas de me demander à quoi cela est dû. En attendant, une enquête a été ouverte par la police de la commune de Plateau pour spécifier l'origine de cet incendie. 49 individus d'origine nigériane arrêtés ce week-end dans différents quartiers de Dakar. Une opération de la gendarmerie nationale, opération visant des malfaiteurs sur Internet. Le commandant Babacar Faye est le chef de la division communication de la gendarmerie nationale. Il est joint au téléphone par El Hadj Malik Cissé. Il faut savoir que c'est suite à une plainte d'un opérateur téléphonique du pays, qui s'était plaint d'une tentative d'intrusion dans son système informatique. Donc la section de recherche a lancé cette opération qui lui a pris 3 semaines d'investigation et de recherche. Donc il faut savoir aussi que les malfaiteurs travaillent dans l'anonymat
et s'était appuyé sur une ligne dont l'abonnement avait été fait avec un faux passeport sénégalais et aussi une fausse adresse. Donc ils logeaient tous dans le même quartier. En termes de saisie, donc il y a eu une 50aine d'ordinateurs qui a été saisis, mais aussi du matériel immobilier, donc qui sont tous actuellement gardés au niveau de la section de recherche en attendant leur mise à disposition à la justice. Est-ce qu'on peut dire que le modus operandi consistait à utiliser des puces non identifiées avec lesquelles les malfaiteurs appellent leurs éventuelles victimes? Oui, en fait, il faut savoir que dans le cadre des activités cybercriminelles, c'est toujours des puces qui ne sont pas identifiées, ou bien c'est des comptes dans les réseaux sociaux, ou bien même des intrusions dans les systèmes de transfert qui sont utilisés comme moyen d'action. La section de recherche de la gendarmerie nationale qui a démantelé un vaste réseau de cybercriminels à Ouakam. Ces arrestations qui alimentent la psychose qui règne déjà dans ce village traditionnel, comme d'ailleurs dans plusieurs quartiers de Dakar. Augustin Mandang et Oumar Kane étaient à Ouakam aujourd'hui. C'est d'habitude qu'ils t'appellent pour te dire que, ou bien ils t'envoient un message que j'ai vu dans les réseaux sociaux, pour te dire si tu veux dièse tel, tu vas gagner. Alors si tu le fais, ils vont usurper l'argent de ton compte. C'est leur modus operandi. Ils vous ciblent, ils vous épient, entrent en contact avec vous et à la moindre occasion, ils pompent tout le contenu de votre compte. Ce jeune pharmacien l'a échappé belle. Et moi-même, ça m'est arrivé une fois où il y avait une dame sur Facebook qui essayait de me faire un arnaque. Oh, il a dit qu'il avait un conteneur, il était à Burkina Faso. C'est un agent des Nations Unies qui était venu au Burkina Faso. Elle était venue avec des conteneurs, des portables, des machines. Et elle devait donner ça à une de ses copines. Mais malheureusement, sa copine a rendu l'âme. C'est pourquoi elle voulait me donner ça. Elle me demandait une somme de 300 et quelques mille. Si la porosité de nos frontières est souvent pointée du doigt, la responsabilité des populations est également engagée. La masla sénégalaise, c'est ce qui se mène vers ça quand même. Parce que toi, par exemple, tu verras des étrangers qui logent dans ton immeuble, ils sont après 6 ou 7, ils sortent, tu sais exactement quelle est leur profession, tu ne sais pas exactement ce qu'ils font. Mais tu te permets, tu les laisses aller, et puis bon voilà, on les laisse aller. Et le jour où on va découvrir, voilà, pourtant c'était mon voisin, pourquoi on habitait côte à côte, pourquoi on s'est vu tout à l'heure. Et pourtant, c'est eux qui font ça. On a des frontières vraiment poreuses, les gens entrent et sortent comme ils veulent. Mais si l'on en croit ce major à la retraite, l'on veille sur nous, pour ne pas dire que l'on nous surveille, comme du lait sur le feu. Quand tu rentres au Sénégal, tu crois qu'on ne te surveille pas, on te surveille de loin. C'est qu'on ne vient pas t'arrêter comme ça ou dans la rue, où sont tes papiers et trucs, mais ils te surveillent. Une petite erreur, on t'attrape. Quand tu penses que tu n'es pas surveillé, tu te trompes. Tout le monde est surveillé. Voilà qui est dit, même si beaucoup se demandent si le Sénégal n'est pas victime de son hospitalité. Éducation à présent avec le débrayage des militants de la coordination SAES de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. 48 heures avec suspension de toute activité pédagogique et de recherche. Décision au terme de l'Assemblée générale tenue ce lundi. Au menu, il y avait l'orientation des nouveaux bacheliers, mais également les sommes dues aux enseignants du supérieur. Ndiaga Diouf est le coordonnateur du SAES Campus Dakar. Il est au micro de Moustapha Gabar Diop et de Barsow. On est au regret de constater qu'il y a des sommes dues qui n'ont pas été payées, alors que les collègues ont eu à honorer leur charge de travail. Depuis le mois de... Vous savez que depuis le mois de juillet, tout a été terminé. Les examens de rattrapage ont été faits, mais jusqu'à présent, donc, on est dans l'attente du paiement des sommes dues. C'est des heures complémentaires. Et il y a aussi les avancements, il y a aussi les alignements, c'est-à-dire les personnes qui ont été promues au CAMES. Il y a aussi également la formation à distance à l'école normale supérieure. C'est une formation
pour lesquels donc, il n'y a pas eu de paiement. 4 215 milliards de francs CFA, c'est le montant du projet de loi de finances initiale pour l'année 2020, 4 215 contre 4 071 milliards de francs CFA pour 2019, soit une augmentation, une hausse de plus de 140 milliards de francs CFA, une hausse due à l'élargissement de l'assiette fiscale, l'augmentation du financement externe, entre autres facteurs. Par ailleurs, notez que cette loi de finances ouvre ce qu'il est convenu d'appeler l'ère, bien entendu, du budget programme et de la déconcentration de l'ordonnancement. C'est un compte-rendu de Moussa Fall et de Amago Robert Nyang. Le projet de loi de finances initiale pour l'année 2020 est arrêté à 4 215 milliards de francs CFA contre 4 071 milliards de francs pour la LFI 2019, soit une augmentation de 143 milliards s'il est adopté. Une hausse qui peut s'expliquer par l'élargissement de l'assiette fiscale, l'augmentation du financement externe, de l'emprunt obligataire, entre autres. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent intervenir. Peut-être que les régies financières ont dû augmenter le montant qu'elles avaient l'habitude de collecter. Donc l'augmentation peut provenir effectivement des recettes fiscales. Et vous savez très bien que l'une des mamelles de notre budget, effectivement, c'est les recettes fiscales, c'est les régies financières. Et comment les recettes fiscales peuvent expliquer cette hausse? C'est qu'on peut avoir ce qu'on appelle l'élargissement de l'assiette fiscale. Autrement dit, ceux qui ne payaient pas l'impôt, maintenant ont été contraints ou bien ont été appelés effectivement à payer l'impôt. À côté de cette hausse, l'on note également une nouveauté, car la loi de finances initiale pour l'année 2020 ouvre l'ère du budget programme et de la déconcentration de l'ordonnancement. Le Sénégal démarre à partir du 1er janvier 2020 le budget programme. Qu'est-ce qui sous-tend? Quelle est la philosophie qui sous-tend effectivement ce budget? C'est quoi? C'est qu'avec le budget programme, il y a 2 changements, voire 3 changements qui vont intervenir. Le premier changement, c'est que le ministère de l'économie, le ministère des finances et du budget va perdre ce qu'on appelle le titre d'ordonnateur principal des dépenses. Toujours avec le budget programme, chaque ministère ou bien chaque institution sera l'ordonnateur de ses dépenses. Par contre, le ministère des Finances reste celui des recettes de l'État. Maintenant, à partir de janvier 2020, chaque ministère ou bien chaque responsable d'institution sera son propre ordonnateur de dépenses. Autrement dit, c'est lui qui donc administre, qui gère, qui est le responsable de la distribution ou bien de la gestion de son budget. Les ressources seront allouées à des programmes qui seront déclinés en activités chiffrées sur une période bien déterminée. Au terme de l'année, tous les responsables de programmes, à savoir ministères et institutions de l'État, sont tenus de produire un rapport annuel de performance. Et dans quelques jours, ce projet de loi de finances sera soumis à l'Assemblée nationale. Amagor Robert Nyang, merci. Une autre institution, cette fois-ci un peu ou moins connue des Sénégalais, le Haut Conseil des collectivités territoriales, le HCCT, qui a fait l'actualité d'ailleurs samedi avec l'arrivée de Aminata Mbengue Ndiaye, la nouvelle présidente qui remplace Ousmane Tanor Dieng, décédé, le HCCT créé en 2016. Mais beaucoup de Sénégalais méconnaissent, je vous le disais, son rôle et son impact dans leur quotidien surtout. Certains citoyens avancent même que ce genre d'institution ne servirait qu'à caser une clientèle politique. Augustin Mandang et Alun Gueye. Le Haut Conseil des collectivités territoriales a été porté sur les fonds Baptiste-Simon en 2016 par le président de la République. L'institution a entre autres pour mission de renforcer la participation des acteurs territoriaux à la définition et à l'évaluation des politiques publiques. Les Sénégalais semblent très loin du Haut Conseil et en méconnaissent même le rôle et l'impact dans leur vie. Je le connais de nom, quoi. On ne sent pas la nécessité de cette institution-là. On ne le sent pas vraiment dans la vie, on ne le sent pas dans notre quotidien, quoi. La HCCT, il sait simplement que c'est le Haut Conseil chargé des collectivités territoriales qui a été dirigé par Feu Ousmane Tanor Dieng. Je ne peux pas vous dire réellement à quoi il sert. Il n'y a pas assez de débat et je pense que le débat peut-être a été fait là-haut, très, très, très haut.
je pense qu'il serait mieux que les responsables du HCCT donc, puissent descendre vers le peuple, expliquer aux gens à quoi le Haut Conseil des collectivités territoriales sert. Nos compatriotes n'ont pas une bonne appréciation du HCCT et ne le considèrent pas comme une institution utile. On ne sent pas son utilité, même si on le sait, mais on ne le sent pas. Voilà. On pouvait avoir... L'Assemblée nationale devait nous suffire normalement. Si l'Assemblée nationale jouait son rôle normalement, on n'aurait pas besoin de cette institution. Ce n'est pas une nécessité. Une institution pratiquement qui passe inaperçue. Donc je ne peux pas dire que cette institution a réellement une utilité. Et je sais que le HCCT a un rôle prépondérant à jouer. Je sais que ce n'est pas par hasard qu'on a créé un organe comme ça, qui bouffe beaucoup de milliards. Ce n'est pas possible. Ces Sénégalais estiment aussi que ces types d'institutions sont mises en place pour satisfaire une clientèle politique. C'est pour caser une clientèle politique. Comme toutes les institutions, même au niveau de l'Assemblée nationale, on sait qu'il y a une liste nationale. Et dans cette liste nationale, la plupart de ces noms, c'est des gens qui appartiennent, n'est-ce pas, à leur parti. Notamment, par exemple, le parti majoritaire. Et si c'est le parti majoritaire qui remporte la majorité, pratiquement, vous verrez beaucoup de militants qui sont casés au sein de l'Assemblée nationale. Depuis le décès de Ousmane Tanor Dieng, le Haut Conseil des collectivités territoriales n'avait pas de président. Aujourd'hui, l'institution est dirigée par Aminata Mbengue Ndiaye. Aminata Mbengue Ndiaye qui a quitté, je le rappelle, le ministère de la Pêche et de l'Économie maritime. Et son fauteuil est occupé par Alioune Ndoye, le maire de Dakar Plateau. Le report des élections locales, la problématique a été abordée par la société civile. Les organisations de celle-ci en font plutôt une exigence, mais pas sans un encadrement adéquat, ce pour éviter le déréglage du calendrier électoral. Écoutez Babacar Ba, il est le président du Forum des justiciables. La société civile, tout en saluant la mise en place de la commission cellulaire chargée du dialogue politique en cours, ne saurait accepter que celle-ci, au nom d'un compromis, remette en cause les principes démocratiques. La société civile, fidèle à sa posture de sentinelle de la démocratie et consciente de son rôle de facilitateur du dialogue politique, considérant qu'au terme de l'article 102 de la Constitution, les collectivités territoriales sont administrées par des assemblées élues. La place du secteur privé sénégalais dans le programme 100 000 logements en perspective. Le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique a rencontré ce matin le club des investisseurs du Sénégal. C'était dans ce sens d'ailleurs. Il était essentiellement question des contraintes de la sphère et des solutions de contournement de celles-ci. Cheikh Ougaï et Tidiane Cissé, compte rendu. L'aménagement du territoire est problématique au Sénégal. L'État en est si conscient que dans les politiques publiques, il cherche à inverser la tendance. C'est dans ce cadre que le ministère de l'Urbanisme a mis en place un programme de construction de 100 000 logements sociaux. Il s'agit du programme Zéro Bidonville et du programme Zéro Déchet. Le programme Zéro Bidonville vise à éradiquer les bidonvilles à l'horizon 2035 à travers une composante essentielle qui est le projet de construction de 100 000 logements en 5 ans. Ce programme intervient également dans le relogement, mais aussi dans la promotion d'une urbanisation durable et d'un écosystème de la construction. Quant au programme Zéro Déchet, il a pour objectif l'amélioration du système de gestion des déchets en passant d'un modèle de collecte-décharge à un modèle de collecte, traitement, valorisation. Pour réaliser et accélérer le programme, les services de l'État se sont rapprochés du Club des investisseurs du Sénégal, une façon de donner au secteur privé national
une place importante dans la mise en œuvre du projet. Vous savez, les entreprises sont ceux qui créent à côté de l'État la croissance, la valeur ajoutée et des emplois. Donc nous devons, dans le cadre d'une collaboration concertée, généreuse, sérieuse, permettre à nos entreprises de pouvoir développer leurs affaires dans des conditions qui leur permettent d'avoir de la valeur ajoutée, mais aussi de développer leurs activités au-delà du Sénégal, parce que nous sommes dans une zone économique, l'UEMOA, qui est très concurrentielle. Une mesure saluée par le Club des investisseurs du Sénégal. Nous nous réjouissons du fait qu'il y a eu beaucoup de lucidité et de subtilité, d'avoir compris que ces grands projets de l'État peuvent être mis en œuvre par le secteur privé national. Le Club des investisseurs sénégalais, vous les avez vus aujourd'hui en très forte délégation, et aujourd'hui composé de 75 personnes qui sont des capitaines d'industrie, qui ont des entreprises dans tous les domaines, y compris dans le domaine du logement, de l'hygiène publique et de l'urbanisme. Donc c'est pour ça que nous avons été très contents d'avoir eu déjà une rencontre préparatoire avec le ministre qui a eu l'amabilité de nous accueillir dans son bureau pour débroussailler l'atelier d'aujourd'hui et de venir aujourd'hui entendre ce qu'ils ont à dire. Les capitaines d'industrie sénégalais se plaignent fréquemment de leur mise à l'écart quand il s'agit d'opérer des projets d'envergure. Avec le programme des 100 000 logements qui court sur 5 ans, ils ont peut-être l'opportunité d'étaler leur savoir-faire et leur capacité d'action. En marge de cette rencontre, le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique a annoncé la reprise des opérations de désencombrement. Maintenant que l'hivernage est derrière nous, Abdou Karim Fofana qui a tiré un bilan des opérations précédentes avec notamment l'arrestation de 11 personnes. Écoutez-le. Les opérations de désencombrement, nous les continuons de façon très active. La semaine dernière, nous avons fait des opérations sur l'ancienne piste et je peux même vous dire que 11 personnes ont fait l'objet d'arrestation et peut-être qu'ils seront présentés devant le procureur de la République. Maintenant, on sort d'une période d'hivernage qui n'est pas facile. Vous savez, comme on dit en Wolof, donc il fallait observer une pause et aussi recorriger des choses parce que tout n'est pas parfait. Nous agissons avec des succès et quelquefois des échecs. Vous savez, l'action publique, ce n'est pas seulement les ministres. Il y a par exemple le préfet de Guédiawaye qui a fait une très grande opération avec les communes. Il y a aussi le préfet de Rufisque, le préfet de Thiès. Donc c'est une opération qu'on a commencé avec des zones pilotes et ça va continuer petit à petit. Maulidoul Nabi 2019, le président de la République était à Tivaouane aujourd'hui. Macky Sall et le Khalife étaient bien raccords sur le combat contre le radicalisme, pour ne pas dire la radicalisation, et sur la violence également au nom de l'islam. Le Khalife général des Tidjanes qui a donc profité de l'occasion pour attirer l'attention des Sénégalais sur les individus qui, à ses yeux, œuvrent de façon sournoise à saper la paix sociale au Sénégal. Compte rendu de Kharnia et Isidore Alexandre Sen. L'islam radical est à bannir et il faut le combattre avec tous les moyens possibles. Le président Macky Sall, un défenseur de l'islam spirituel. Sénégal soxlawul xam-xam bu bees bu jëm ci diine. Le Sénégal n'a pas besoin d'autres avis en matière de religion. Donc refusons la colonisation spirituelle. L'islam est une religion de paix et il faut préserver celle-ci. En tous les cas, l'État fera tout ce qui est possible pour préserver cette paix. Gis-gis yu bees ci l'islam. En tout cas, l'islam boobu ñun bëgguñu ko te dinañ ko combattre. Le Khalife général des Tidjanes alerte sur l'existence des démons de la division dans notre pays. réew mi réewu jàmm la. waaye nag réew mi li muy nekk réewu jàmm. Certes, il y a la paix au Sénégal, mais des gens animés par d'autres esprits tentent de saper cette stabilité. Ils sont là et il faut les dénoncer. Pour déstabiliser population yi, perturber seen dund. Le socle de la paix au Sénégal, c'est le dialogue et il faut le cultiver pour un climat social apaisé. waaye adversité kenn mënu cee dëkk. loolu moo tax. Toute adversité a une fin. Ceux qui veulent travailler avec le président Macky Sall, cela n'entame en rien leur crédibilité. Le président Macky Sall vient d'effectuer sa première visite à Tivaouane. Après sa réélection, il a réitéré sa promesse d'accompagner le développement de Tivaouane. Avant l'invité du lundi, nous retrouvons Malik Tchandoum pour le rendez-vous sport du lundi, début de semaine. Actu Sport tout de suite. Le round
de l'actualité sportive du week-end, le basket était à l'honneur avec les finales de la Coupe du Sénégal chez les dames et chez les hommes. L'AS Ville de Dakar a dominé Saint-Louis Basket Club 57-50 et s'adjuge la Coupe du Sénégal. Les protégés de Moustapha Gaye bouclent en beauté leur saison et réalisent le doublé Coupe Championnat. Chez les hommes, l'AS Douane a surclassé le Dakar Université Club avec un score sans appel de 100-67. Les douaniers terminent dans l'apothéose, une saison accomplie avec un doublé Coupe Championnat. Douane et AS Ville de Dakar ont tout raflé cette saison. Roi, reine, meilleur coach sont issus de ces deux clubs. En football, Coupe du Monde U17, les Lionceaux, battus par le Japon 1-0, sont deuxième du groupe D et affronteront l'Espagne, finaliste de la dernière édition en huitième de finale. Éliminatoire Cannes 2021, le sélectionneur Aliou Cissé a rendu public la liste des 24 joueurs retenus. On note l'arrivée de 3 novices dans la tanière, Nabissar de Charlton, Baba Thiam de Kisampassa et le jeune Moussa Ndiaye de Excellence Football Club. Le Sénégal joue contre le Congo le 13 novembre à Thiès et l'Estonie le 17 novembre. Justement, ce week-end, les Lions ont brillé sur les pelouses d'Europe. Sadio Mané porte Liverpool sur ses épaules. Une passe décisive et un but qui donne la victoire aux Reds contre Aston Villa. 10e but et 5e passe décisive, Sadio Mané affiche une forme olympienne en ce début de saison. En France, Habib Diallo a inscrit son 8e but de la saison avec Metz. Opanguet a également marqué ce week-end. Alfred Gomis, le gardien de but de Dijon, multiplie les bonnes performances et maintient son club en vie. Seul point noir de ce week-end des Lions, la blessure de Salif Sané sorti à la 5e minute du match Schalke 04 Hofburg. En beach soccer, Copa Lagos 2019, les Lions remportent le trophée avec 3 succès d'affilée. Les protégés de Ngalasila ont battu successivement le Brésil 5-4, l'Angleterre 3-2 et le Nigeria 7-5. Premier succès final des Lions du beach soccer dans cette Copa Lagos. Ainsi se referme le panorama des différentes manifestations sportives du week-end. Ce soir, nous recevons le docteur Bakary Samb. Docteur Bakary Samb, qui est l'invité donc du lundi. Et le prétexte de cette rencontre, bonsoir. Bonsoir. Docteur, donc le prétexte de votre visite ce soir, c'est bien entendu les rencontres scientifiques du Maoulid, le Gamou de Tivaouane, comme tous les ans. Et cette année, la rencontre ou les rencontres vont porter sur la problématique de l'éducation et de la mendicité. On est bien d'accord? C'est cela. Eh bien, tout d'abord, pour camper le décor, comment est-ce qu'on peut situer déjà les Dara dans l'histoire de l'islam au Sénégal? Merci beaucoup pour l'invitation et bravo pour le travail que vous faites au niveau de ITV. Merci. On vous suit beaucoup avec grand intérêt. Les Dara au Sénégal ont une longue histoire. Vous savez, elles étaient là, ces Dara, avant l'école. Parce que d'ailleurs, l'école coloniale, on continue à l'appeler l'école nouvelle. Donc, avant l'école nouvelle, il y avait l'école ancienne. Un voyageur dans la région, qui est un historien, un Portugais, entre le 14e et le 15e siècle, du nom de Kada Mosto, notait dans ses chroniques que dans ces années-là, il avait déjà trouvé des Dara, des écoles coraniques dans les royaumes du Djolof et dans d'autres contrées du Sénégal. Donc, c'est une longue réalité, c'est une vieille réalité de l'histoire du Sénégal et de l'islam. Au 14e, 15e siècle. 15e siècle déjà. Et donc aujourd'hui, dans l'enseignement et la méthode, quelles sont les pratiques traditionnelles que l'on ne retrouve plus dans l'école coranique ou l'école
islamo- ou arabo-islamique d'aujourd'hui? Cette école se faisait sous la même forme que les grandes madrasas comme Al-Qarawiyyin, Al-Azhar au Caire, la Zitouna et à Fès aussi. Donc ce sont ces modèles-là où c'est la mosquée, la Jamia, qui a donné lieu à l'école. Donc c'était des écoles accostées à une mosquée. De la même manière aussi, les écoles, on les verra aussi collées à une zawiya. Et donc ce modèle-là a fonctionné pendant très longtemps, qui a produit des érudits. Et je peux citer El Hadji Omar Tall avec la grande école de Pire. Je peux citer nos ancêtres comme Cheikh Ahmed Bamba, Cheikh El Hadji Malik, El Hadji Abdoulaye Niass et tant d'autres. Donc cette école-là était une réalité historique, produisait des érudits se basant sur un système d'enseignement méthodique avec tout un cycle, le Coran, le fiqh, le haroud, la grammaire, et la prosodie, etc. Pour dire que véritablement, il y avait une organisation de cet enseignement-là qui avait des objectifs pédagogiques et qui tant bien que mal, arrivait à les atteindre. Et quand on parle des pratiques traditionnelles et des pratiques d'aujourd'hui, on pense forcément à la mendicité des talibés. Quelle était sa place hier? C'est vrai qu'il faut situer la question de la mendicité au-delà de la dimension sociologique, économique dont on parle aujourd'hui. Vous savez que dans le tasawwuf, dans le soufisme en général, l'aspirant à la sainteté s'appelle lui-même le faqir, c'est-à-dire le pauvre. C'est quelqu'un comme qui a fait une forme de vœu de pauvreté. La mendicité était au début une manière de cultiver l'humilité dans la psychologie de l'apprenant. Ce qu'on aurait appelé la tarbia. Oui, on retrouve exactement la même chose, même chez les chrétiens, ce qu'on appelle les ordres mendiants. Donc c'est quelque chose qui est allé très souvent avec la quête de la spiritualité et cette quête de la modestie. Ça, c'est de la tradition. Et puis la tradition soufie des faqirs, des fuqara, c'est-à-dire des pauvres qui ont fait vœu de pauvreté, comme on pourrait dire dans le domaine du christianisme. Mais c'était une mendicité régulée, si je veux dire, à l'époque, en cherchant son pain quotidien, pour cultiver le partage, cela aussi signifiait que les écoles coraniques n'avaient pas les moyens à l'époque de s'occuper de ces jeunes-là, en tout cas des apprenants qui étaient obligés de pratiquer cette mendicité, qui à l'époque était plutôt un phénomène rural. C'est maintenant qu'on voit les gens envahir les villes avec cette forme de mendicité dans laquelle on ne retrouve pas que des talibés. Donc on est bien loin de la philosophie même, des principes de base de cette mendicité dont vous parlez. Absolument. Tout système que vous voyez est capable d'être dévoyé à un moment. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est véritablement une économie qui s'est installée. Vous avez vu les dénonciations de la part de certaines ONG, etc. Mais aussi la responsabilité, peut-être on va y arriver. Et je pense qu'elle est partagée. Elle est partagée entre certains qui ne sont même pas des maîtres coraniques, mais qui exploitent des enfants, il faut le dire. Et que je crois que le courage qu'on a eu dans le cadre du comité scientifique aujourd'hui, c'est de prendre la question à bras-le-corps au lieu de l'esquiver. Mais aussi, elle est partagée du côté de parents qui envoient un certain nombre d'enfants à des marabouts sans leur donner de quoi les nourrir. Une forme de démission sociale. Une forme de démission sociale, mais aussi la responsabilité de l'État et des pouvoirs publics. Donc aujourd'hui, c'est une question éminemment complexe, qui est sensible, liée à l'apprentissage du Coran, mais l'ampleur que ça a prise dans nos cités, dans nos villes, dépasse largement le cadre de l'apprentissage du Coran et parfois est liée à une forme d'économie que certains cultivent à des fins bassement mondaines, qui est complètement différente de la philosophie de l'école coranique qui voulait éduquer, rendre meilleur, etc. Et que la mendicité n'était pas une fin en soi, mais c'était un moyen, mais qui pouvait être évité. Par exemple, dans certaines écoles coraniques, cette pratique n'existe plus du tout. Et je pense que même l'association des maîtres coraniques au Sénégal, aujourd'hui, est en train de se battre pour éradiquer ces phénomènes avec des efforts certains. Donc cette sensibilité, la sensibilité de cette question dont on parle est un faux problème en réalité. La question, elle est sensible. Elle est sensible d'autant plus que... Est-ce que c'est une sensibilité fondée, réelle? Réel. Il y a un malentendu entre, d'une part, les tenants de l'école coranique qui défendent cette école-là et qui pensent que dès qu'on aborde la question de la mendicité, on est en train de s'attaquer à l'école coranique. Alors que ce qui est visé, ce n'est pas tant la mendicité en tant que telle, en tant que pratique, mais la manière dont cette mendicité est exploitée par d'autres qui n'ont rien à voir avec l'école coranique. D'ailleurs, très souvent, on fait la confusion, on dit la mendicité des talibés, alors que dans la rue, si vous interrogez ces jeunes-là, il y en a qui ne sont même pas des talibés, qui n'apprennent pas le Coran. Absolument. Encore une fois, je crois que l'objectif, c'est d'arriver
à ce qu'il n'y ait plus de mendicité. Il y a des écoles qui essaient de faire ces efforts-là, il y a des internats qui sont créés, mais hélas, le problème reste entier encore au Sénégal, avec des législations qui ne sont pas respectées, mais aussi un malentendu avec les associations des maîtres coraniques, et l'intrusion des ONG parfois qui est mal vue par certaines organisations islamiques. Je crois que aujourd'hui, l'école de Maodo, à l'occasion de cette manifestation scientifique, a cru bon de traiter cette problématique sur la place publique avec tous les acteurs concernés. Il y aura des gens qui sont du côté de l'éducation, d'autres des écoles coraniques, mais aussi d'autres qui sont dans les ONG et qui vont tous discuter de cette question-là qui est éminemment importante aujourd'hui pour l'avenir de l'enseignement religieux qui a son rôle ici aujourd'hui au Sénégal, mais aussi pour véritablement la protection des droits des enfants aussi qui est tout aussi important. On en arrive du coup à parler de la place même de l'enseignement arabo-islamique au Sénégal, au-delà de cette mendicité. C'est sûr qu'en soulevant cette question-là, il y a d'autres questions sous-jacentes, telles que la place de l'enseignement arabo-islamique au Sénégal. Et si on se souvient très bien, dès les années, dès l'indépendance, avant, d'éminentes personnalités de l'école de Maodo, comme Serigne Abdou Aziz Al Amin, El Hadji Moustapha Cissé et d'autres se sont levés et ont créé des associations. L'association, la Fédération des associations islamiques du Sénégal, qui a essayé d'organiser cet enseignement-là, de le faire reconnaître. Et aujourd'hui, on en arrive à un baccalauréat en arabe qui est reconnu, qui permet non seulement d'accéder à l'université, mais aussi d'ouvrir à l'ENA une section pour les arabisants. Je crois qu'il y a des efforts qui ont été faits et qui ont été continués par le président Macky Sall. Mais aujourd'hui, la question de la marginalisation d'une frange de la population qui a étudié en arabe reste entière. Il faut des efforts pour que ces Sénégalais-là se sentent véritablement insérés, acceptés dans les rouages de l'État, mais aussi dans le système économique. Je crois que c'est un autre défi qui aujourd'hui incombe à tout le monde, notamment ceux qui réfléchissent sur la question éducative et qui vont participer à cette grande rencontre scientifique à Tivaouane. Et dans ce sens, il serait bon aussi de souligner le rôle que Al-Amin a joué notamment dans ce sens pour que cela puisse faire école certainement. Absolument. Al-Amin, Abdou Aziz Al Amin a joué un rôle très très important là-dessus. Dans la Fédération des associations islamiques, mais aussi dans le fait d'accompagner les écoles avec la création des diplômes en arabe qui ont été reconnus, son plaidoyer à travers le Sénégal, mais aussi à travers le monde arabe, l'implantation de la Ligue islamique mondiale à Dakar et d'autres organisations dans lesquelles il a plaidé pour cet enseignement-là, afin de le moderniser, mais d'en faire une partie intégrante de notre système éducatif. Je pense que c'est le lieu de saluer la mémoire de Serigne Abdou Aziz Al Amin. Il a mené un combat pendant de longues années pour la reconnaissance de cet enseignement. Ce combat, il l'a mené aussi bien au niveau de la Fédération des associations islamiques du Sénégal, avec d'éminentes personnalités à l'époque comme El Hadji Moustapha Cissé de Pire, qui était son ami. Ils ont sillonné le monde arabe en cherchant des moyens pour ces écoles-là, en construisant une école qui est pas loin là, du point E, mais aussi en instaurant un système de diplôme en arabe qui était non seulement reconnu par l'État sénégalais, mais dans les grandes universités. Je crois que c'est le lieu de saluer sa mémoire et de dire qu'il est nécessaire que les autorités actuelles continuent dans cette lancée-là, parce que la reconnaissance de l'enseignement de l'arabe, la reconnaissance de ces arabisants et de leur rôle constructif dans l'évolution et le développement de notre pays, c'est éminemment important. L'insertion ne semble pas tout à fait réglée, ni de côté. C'est très difficile, il y a une forme de marginalisation. Quelqu'un disait que lorsque quelqu'un étudiait la médecine en russe ou en chinois, il devient médecin. Mais lorsque un étudiant est venu du monde arabe, après avoir fait médecine en arabe, il devient maître d'arabe dans une école primaire. Et il y a encore des discriminations qui sont là. Ces discriminations-là, il faut les combattre parce que ça produit de la frustration et ce n'est pas bon pour la cohésion sociale. Je crois que les rencontres scientifiques, au-delà de la question de la mendicité, vont aussi se pencher sur cette question éminemment importante de l'inclusion et la vraie inclusion de l'enseignement arabo-islamique dans le système éducatif sénégalais. Alors, dernière question, c'est au sujet d'une problématique qui est dans l'air du temps, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler d'éducation arabo-islamique sans parler de crainte ou d'appréhension de radicalisation. Comment prendre en charge justement cette problématique à votre avis? Les daara au Sénégal ont été toujours des lieux de socialisation qui ont permis une forme d'enseignement qui n'a jamais abouti à une radicalisation quelconque. Il est vrai que la non-insertion des arabisants peut conduire à des formes de frustration. N'oublions pas que, par exemple, Boko Haram, le noyau de Boko Haram
ce sont des arabisants qui ont étudié et qui n'ont pas été reconnus, qui ont été martyrisés, qui n'ont pas été reconnus dans la société nigériane. Au Sénégal, qui ont étudié ailleurs, qui sont rentrés en arabe, etc. Voilà. Avec une culture plus qu'avec une religion. Au Sénégal, on a pris les devants. Senghor avait ouvert la section à l'ENA pour les arabisants. Il y a eu Seigne Abdelaziz El Amin, Hadji Moustapha Cissé et d'autres qui ont créé, en tout cas promu les diplômes en arabe. Il y a eu des enseignants qui ont été recrutés. Mais des efforts restent à faire aujourd'hui. Et je crois qu'il est de la responsabilité des pouvoirs publics, mais aussi de tous ceux qui sont actifs dans le domaine de la religion et du monde islamique, de promouvoir cet enseignement-là. Et je crois que la rencontre scientifique qui se tiendra à Tivaouane est dans cette lancée-là. Au-delà de la grande question de la mendicité, il y a la grande question de la dualité du système éducatif sénégalais. Comment sortir de cette dualité-là pour que le Sénégal puisse avoir un système éducatif unifié qui forme un citoyen conscient de son appartenance à sa nation et de son devoir à contribuer au développement économique et social. Docteur Bakary Samb, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous ce soir pour nous parler de ces rencontres du Maolid, les rencontres scientifiques du Maolid, comme tous les ans à Tivaouane. Tout à l'heure, vous retrouvez IR avec Sophie Abba. Juste après, Mamba Ignace nous inspire avec le professeur El Hadj Songue Diouf. Et puis 20h30, Kenou Askanui avec Sole Diakhoumpa qui revient à 0h pour Jukki Pribari, le bulletin en Wolof. Bonne soirée sur ITV. Au revoir.